Merci. Donc, je veux commencer ma présentation que j'ai intitulée Femmes des lettres vers une histoire genrée de la littérature catalane. Je préviens déjà, je veux pas faire encore des littératures sur les écrivains catalans du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça, je le fais déjà pendant mes cours. Si quelqu'un a intérêt à la Paris 8, maintenant sur Zoom, je l'offre pendant tous les semestres. Je veux faire une sorte d'approche plutôt empirique et théorique et que je crois que peut être utile aussi pour introduire ces séminaires interuniversitaires qu'on a organisés, en fait. Je veux commencer tout d'abord pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce mot qu'on a choisi en fait pour les séminaires. C'est le mot cryptogénie. En fait, c'est un mot, je veux dire, d'origine catalane, en fait, qui est né, qui est sorti, qui s'est publié la première fois le 5 février 2020. Ça fait quelques mois, en fait, juste. Et c'est un mot qui est sorti dans un journal en ligne qui s'appelle eldiario.es. Et c'était le titre d'un article qui ont écrit deux professeurs, deux enseignantes de l'Université de Valence, Begoña Pozo, qui est enseignante de philologie française et italienne, et Carles Padilla, qui est professeur de philologie catalane. Bon, ils ont publié cet article-là sur le titre Cryptogénie, je ne sais pas si vous pouvez le lire, un nouveau mot pour un phénomène ancien, où il donne terme, ces mots, justement pour donner une étiquette justement à la invisibilisation, si vous voulez, de la contribution des femmes dans tous les domaines pendant l'histoire. Domaine scientifique, domaine littéraire, domaine artistique, domaine social, domaine politique, etc., etc. Et vous pouvez trouver vite fait l'article en ligne. Hein. C'est facile à trouver, vous copiez, si vous parlez catalan, vous pouvez au moins les comprendre. Bon, c'est sorti, cet article-là, et je peux dire, c'est vite fait devenu un mot très utilisé, et un peu partout, en fait. Pas juste dans l'université, mais c'est sorti aussi dans des autres médias, c'est sorti aussi dans des conférences. Ça a commencé à circuler, si vous voulez. Moi-même, j'avais cours le lendemain de cet article et j'ai l'amené dans mon cours de littérature catalane. Et j'ai dit, écoutez, ça vient de sortir cet article, vite fait les étudiants, ils l'ont traduit en français, cryptogénie, écoute, ça veut dire ça, ça et ça. Et ça veut dire exactement ça, non? L'occultation, la crypto, de la contribution des femmes, génie. C'est justement ces mots-là. Ces mots ont eu tellement de succès, en fait, que juste avant Noël dernière, l'Académie valencienne de la langue, c'est l'institut public qui s'occupe de la langue et de la culture, etc., au Pays valencien, qui a un dictionnaire normatif, a introduit ces mots dans les dictionnaires. En fait, l'a accepté comme néologisme, en fait. Et c'était très intéressant parce que les organisateurs de ce séminaire, justement, on était en train d'organiser le séminaire, on avait choisi ces mots comme titre pour le séminaire interuniversitaire. Et dans une des réunions, j'ai dit, écoutez, ça vient de sortir et l'Académie valencienne vient d'accepter ces mots dans les dictionnaires. Alors, actuellement, c'est un mot normatif dans la langue catalane, en fait. Et bien sûr, ils le définissent comme l'occultation des référents féminins, en général. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est cette cryptogénie? On a déjà dit, mais comment on voit cette cryptogénie dans la littérature catalane? C'est le sujet qui nous intéresse, qui m'intéresse à moi personnellement, et que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Pardon. Et la cryptogénie a une chose qui est très positive, je trouve. Et la chose positive est qu'elle nous permet de la quantifier vite fait et de montrer avec des données empiriques comment elle bouge, comment elle affecte différents domaines, dans ces cas-là, la littérature catalane.
je veux vous parler avec un exemple très concret de l'histoire de la littérature catalane actuelle, d'accord, et qui est en train de sortir actuellement, est en train de se publier depuis 2013. Il s'agit d'une histoire de la littérature catalane, toute une série avec 8 volumes sont programmés, qui a commencé à se publier en 2013 et qui est juste actuellement au volume 6, vient de sortir, le 6e, et on attend les 2 dernières. Bon, ces volumes sont sortis par ordre chronologique depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'actualité. Et on en avait déjà dans l'histoire de la tradition littéraire catalane, on avait déjà une histoire de la littérature catalane qui est publiée aux années 80, mais qui s'est écrit, cette histoire de la littérature catalane, si vous voulez, canonique, et en fait, pendant le franquisme. Et ça veut dire les professionnels qui ont écrit, les historiens de la littérature, qui ont écrit cette histoire de la littérature, qui est publiée aux années 80, et l'ont écrit dans une situation assez compliquée, disons ça. Par contre, cette histoire de la littérature, cette nouvelle histoire de la littérature, est la première, on peut dire, qui est écrite déjà dans un contexte démocratique dans l'État espagnol et dans les pays catalans. Ça veut dire que l'approche est différente déjà, est beaucoup plus riche, beaucoup plus matisée, et en plus, les spécialistes qui ont participé, qui sont des dizaines de spécialistes qui ont écrit des chapitres de chaque volume, sont déjà beaucoup plus professionnalisés. On peut dire ça, le catalan est entré dans l'école, c'est normalisé aussi dans l'université, etc. Et l'approche est complètement différente. Bien, donc, quand j'ai vu l'apparition de cette nouvelle histoire de la littérature, de ces projets-là, moi, j'étais en train de finir ma thèse, en fait, ma thèse doctorale, et je pensais, ah, ça c'est magnifique, enfin, une nouvelle approche canonique quand même, mais une nouvelle approche plus moderne à l'histoire de la littérature catalane. Et je pensais, sûrement, ils vont inclure dans cette nouvelle histoire de la littérature catalane déjà des résultats de recherche qui existent déjà sur la littérature des femmes, les littératures écrites par des femmes. Chose qui était très invisibilisée dans l'ancienne histoire de la littérature catalane. Donc, j'ai acheté tous les volumes, petit à petit, dès qu'ils sont sortis, et je commençais à regarder, à voir les femmes qui apparaissent. Et je veux vous montrer un peu les résultats. J'ai compté, tout simplement, les femmes qui apparaissent. Dans les 3 premiers volumes dédiés au Moyen-Âge, 3 volumes, il y a 6 femmes en total. Dans le 4e volume, dédié à l'époque moderne, Renaissance, baroque, illustration, il apparaissent 38 femmes. Dans l'époque contemporaine, on n'a que 2 volumes encore, le 5e et le 6e, 19e siècle, 29 femmes. Le modernisme et les avant-gardes, début 20e siècle, 23 femmes. Les volumes, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est des volumes, ils ne sont pas petits, hein, des volumes autour de 500, 600 pages, chaque volume, avec des centaines et des centaines d'écrivains et de noms. Et bon, je crois que les chiffres montrent que non, les femmes ne sont pas entrées encore dans l'histoire de la littérature catalane, au moins cette approche canonique ou officielle, si vous voulez. Il faut dire une chose, là, il y a toutes les femmes qui apparaissent dans l'histoire de la littérature catalane jusqu'aujourd'hui, publiées jusqu'aujourd'hui, mais pas tous sont des écrivaines. Là, il y a des reines, il y a des saintes, il y a des mères et des épouses, et des femmes, des mères des écrivains, des épouses des écrivains, etc., et qui sont nommées pour contextualiser un peu les ouvrages, etc. Il y en a qui sont des écrivaines, mais ne sont pas tous. Alors, ça, il faudra enlever quelques-uns. Donc, en fait, quand j'ai vu ça, je pensais, bon, si l'impact de cette histoire de la littérature catalane, ça sera
minoritaire. Ça veut dire, ça sera un ouvrage pensé pour les minoritaires académiques, spécialisés, etc. Et c'est grave, mais encore, ça ira encore. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Tout à fait, c'est tout à fait le contraire. Cette histoire de la littérature catalane est pensée, et le projet et le but de ces projets-là, c'est justement de divulguer l'histoire de la littérature catalane avec beaucoup de rigueur. Tous les auteurs sont des spécialistes, des professeurs d'université, etc. Alors, la rigueur est là. Mais le but est plutôt divulgatif. D'accord? C'est pour ça, et le langage qu'il utilise, même si c'est spécifique de la littérature, c'est très, très compréhensible aussi pour les pas spécialisés. Et même s'il est en bibliographie finale, etc., on peut lire cette histoire de la littérature juste comme ça, par intérêt. Alors, l'impact est beaucoup plus large de ce qu'on pourrait penser. Et deuxième chose, bien sûr, c'est l'ouvrage de référence pour les étudiants de philologie catalane. C'est le vademecum, si vous voulez, mais aussi pour les gens qui se préparent pour faire les examens d'État et pour devenir des enseignants de catalan, langue et littérature catalane, et dans les écoles et dans les lycées, en fait, pour préparer les CAPES et l'agrégation. Et les blocs littérature catalane, ça, c'est l'ouvrage de référence, en fait. Je ne dis pas que les gens l'étudient par cœur, mais un peu oui, en fait. Mais bon, c'est un peu l'ouvrage que tout le monde a dans la tête et parfois sur lesquels on propose des questions et les sujets à traiter, etc., etc. Ça veut dire, si les étudiants dans l'école, les étudiants de philologie catalane ont cet ouvrage comme référence, avec si peu de femmes. Après, ces étudiants de philologie catalane font des examens d'État pour devenir enseignants eux-mêmes dans les écoles et dans les lycées. À partir de cette histoire de la littérature catalane, avec si peu de femmes dedans, c'est normal que dans les écoles et dans le lycée, les contenus de l'histoire de la littérature catalane aussi présentent peu de femmes. D'accord? Et c'est le cercle qui se ferme lui-même. Et ça, c'est pour moi qui l'ai dit, et ce n'est pas une intuition, en fait, c'est éprouvé empiriquement. Et je me permets de vous montrer aussi des données empiriques et que la professeure de l'Université de Valence, Ana López Navajas, elle a fait avec son projet Mujeres en la ESO, qui est aussi ouvert et disponible, et vous pouvez le chercher, ça s'appelle MESO, uv.es. Et en fait, ce qu'elle a fait, Ana López Navajas, c'est qu'elle a suivi une méthodologie très, très, très basique et très qui touche pied sur terre, je veux dire. Mais les résultats qu'elle a obtenus sont incontestables. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, parce qu'elle est à Valence, à l'Université de Valence, elle a pris le livre de texte le plus utilisé des 4 maisons d'édition, le plus utilisé dans les écoles du pays valencien, dans le niveau d'éducation secondaire obligatoire, juste avant le lycée. D'accord? C'est-à-dire, elle a choisi l'étape éducative, si vous voulez, la plus démocratique. Ça veut dire celle où tous les enfants, on fait la ESO. On fait cette éducation secondaire obligatoire. Tous, parce que c'est obligatoire, justement. D'accord? Après, il y en a qui continuent, il y en a qui ne continuent pas. Mais ça, c'est la base, a priori, que toute la société actuelle a. D'accord? Alors, l'impact est énorme parce que ça arrive à tout le monde. D'accord? Donc, elle a pris le livre de textes le plus utilisé. Elle les a analysés en sortant combien de femmes et combien d'hommes apparaissent dans le livre de texte.
le livre des tests de toutes les matières confondues, mathématiques, chimie, physique, littérature, sciences naturelles, tout. D'accord? Le résultat général. Combien de femmes et combien d'hommes? Vous voyez, 685 femmes, 4707 hommes. 12%, même pas 13%. Le déséquilibre est clair. Mais ce qu'elle a fait Ana López Navarra, ce n'est pas juste comptabiliser combien de femmes et combien d'hommes apparaissent dans les livres de textes. Ce qu'elle a fait, c'est combien de fois, avec quelle fréquence apparaissent les hommes et avec quelle fréquence apparaissent les femmes. Et là, c'est encore pire, parce que les hommes apparaissent beaucoup plus souvent. Alors, on répète, on sort des personnages masculins beaucoup plus souvent pendant les années d'éducation secondaire obligatoire, beaucoup plus que les femmes qui apparaissent que le 7,6%. C'est évident, hein? C'est la conséquence. Donc, si vous avez les dents et ça vous intéresse, je vous propose de vous poser d'y aller dans cette page web, dans ce site web, parce que c'est très intéressant et nous permet de regarder vraiment à partir des matières aussi, par exemple. Je veux voir ce que je cherchais, combien de femmes et combien d'hommes apparaissent dans les livres de textes dédiés à la matière catalan, langue et littérature, comme ça, en général. Et là, le pourcentage, c'est encore pire, parce qu'il apparaît que les 8,4% des femmes, à côté de 83,3% d'hommes, et les hommes apparaissent encore plus souvent que les femmes dans cette matière-là, 91,6% à côté de 8%. Je vous montre ici un ami qui m'a fait cette infographie. Je crois que c'est très, très clair. 8 femmes, 8,5 à côté de 91 hommes. Mais ce que je fais aussi, c'est observer exactement dans le livre des textes de langue et littérature catalane, qu'est-ce qui se passe avec la littérature, concrètement dans la littérature. Ça nous permet cette site web. Et c'est encore pire. 19 femmes à côté de 330 hommes. La plupart sont des écrivaines, là oui. Et les femmes apparaissent les 4%, la fréquence d'apparition de 4% à côté de 96%. C'est des chiffres vraiment qui préoccupent. Je voulais comparer aussi, je pensais peut-être c'est une question juste du catalan, mais en fait non. Ce qui nous permet ce travail-là, c'est comparer aussi avec l'autre langue officielle dans les pays valenciens qui est l'espagnol. Et je regardais aussi, vous voyez les chiffres. Ça ne va pas beaucoup mieux en fait. En espagnol aussi, les femmes, c'est 9,7% d'apparition et elles apparaissent que les 6,3%. Il y a un déséquilibre énorme. Et ça, c'est cryptogénie. Exactement ça. C'est cryptogénie pratique, si vous voulez. Cryptogénie appliquée, comme on dit actuellement. Et en fait, Ana López Navarras, bien sûr, elle a publié plusieurs articles pour expliquer un peu, pour analyser, pas juste quantitativement, mais aussi qualitativement ces données. Et je vous ai mis un petit fragment, c'est en espagnol, c'est l'original, mais je peux traduire parce que peut-être il y a des gens qui sont là connectés qui ne comprennent pas l'espagnol. Et ce qu'elle remarque, c'est justement que les matières qui ont une orientation historique dans certains de leurs blocs de contenu, comme c'est le cas de la littérature, par exemple l'histoire, la littérature espagnole et régionale aussi, la littérature catalane, la musique, les arts plastiques, etc. C'est justement ces matières-là, c'est celles qui fournissent, dans une plus large mesure que d'autres, des récits historiques établis.
et qui transmet les modèles idéologiques et forge les identités sociales. C'est très significatif, elle dit, que les résultats de tous ces sujets-là, avec des orientations historiques, soient inférieurs à la moyenne. De plus, ces groupes de sujets nous fournissent un fait qui relève encore plus clairement l'invisibilité à laquelle les femmes sont soumises dans les manuels scolaires. L'étude de la période contemporaine, et ça c'est aussi très intéressant, est abordée à partir de différents sujets, à partir du 4e cours. Et le contenu est vraiment large. C'est une des périodes les plus étudiées. Par contre, cette période historique, beaucoup plus récente dans le temps, est celle qui présente, en principe, une des plus grandes facilités d'accès aux données relatives aux femmes, puisque leur participation est plus et mieux documentée. A priori, ça sera plus facile d'étudier la contemporanéité. Cependant, et paradoxalement, leur présence est dans les contenus du dernier cours diminue, rendant évident enfin un fait controversé et significatif, l'absence pratique, de manière pratique et pratiquement, des femmes dans la narration de la contemporanéité. Ça veut dire les élèves qui finissent, c'est-à-dire tous les enfants qui finissent l'éducation secondaire obligatoire, finissent cette étape éducative avec cette vision de la réalité. Une vision qui n'a rien à voir avec la réalité empirique, où on sait, où il y a beaucoup plus de contributions des femmes, partout, dans tous les domaines, et encore plus, par des questions historiques évidentes, de démocratisation, etc., dans les dernières années, là, dans la contemporanéité. Mais quand même, le livre des textes ne le montre pas, en fait. Très bien. Donc, devant toute cette situation-là, moi, j'ai pensé, il faut faire quelque chose. Pas juste moi, en fait. Beaucoup de monde, beaucoup de spécialistes, en fait. Et je regardais un peu, est-ce qu'il s'agit juste de nous, les Catalans, je veux dire, ou c'est un peu partout ça. Et j'ai cherché dans des autres langues, les plus proches du pays catalan, si vous voulez, et j'ai trouvé ce livre-là, que je crois que c'est assez méconnu, en fait, mais qui est très intéressant. C'est un livre avec plusieurs articles qui s'appelle Pour une histoire genrée de littérature romaine. En fait, c'est de là que j'ai pris le mot genré pour le titre de cette exposition. En fait. Et ce livre-là donne un point de vue plutôt français et italien, très intéressant. Et ce livre est né justement parce que les deux éditeurs, qui sont deux professeurs allemandes, Annette Kaihauer et Lieselotte Steinbrugge, elles sont proposées en 2011 pour la journée des romanistes, de la romanistique allemande. Elles sont proposées un sujet, un thème pour traiter pendant ces journées-là, un genre de concret. Et le sujet, je vous lis littéralement, le titre du sujet était « Gender comme catégorie de l'historiographie littéraire dans les littératures romaines ». Très bien, donc elles ont proposé ça au comité qui organisait cette journée, mais elle était refusée. Et le sujet était refusé, l'argument qu'ils ont fourni, c'est qu'il s'agissait d'un sujet trop spécifique. Elle était très étonnée et très déçue parce qu'elle disait spécifique, on parle de toutes les langues romaines, il y a des femmes qui écrivent dans toutes les langues romaines, pas tout à fait spécifique, mais non, ce n'était pas que c'était ces sujets. Alors, elles ont décidé, on ne va pas partager nos recherches et nos inquiétudes dans ces journées-là. Ce qu'on va faire, c'est organiser une petite journée pour nous-mêmes et voir qu'est-ce que ça sort. Ils ont trouvé des collègues, surtout qui venaient du français et de l'italien. Ils ont partagé les inquiétudes et à la fin, ils ont publié ces livres-là que je vous recommande, que je vous conseille, parce que c'est vraiment très intéressant. Et de quoi il parle? Justement de cette invisibilité. Il n'utilise pas le mot cryptogénie, bien sûr, mais cette invisibilité et le besoin de commencer à réfléchir à une histoire, au genre, au moins de la littérature française et italienne. Je regardais un peu plus qu'est-ce qu'il avait fait dans des autres pays et j'ai trouvé aussi ces livres-là, il y a très très connu
critique féministe, critique de la littérature féministe nord-américaine, Ellen Showalter, qui a une carrière spectaculaire, qui a porté plein d'ouvrages et de réflexions sur la littérature d'auteur aux États-Unis. Et elle a écrit en 2010 A Jury of Her Peers, qui est une histoire de la littérature d'auteurs, des femmes écrivaines nord-américaines, depuis 1650 jusqu'au présent, jusqu'au 2010, c'est publié ces livres-là. En fait, les contenus sont très intéressants, mais dans l'introduction, en fait, ce qu'elle dit, son but avec ce livre-là, c'est de proposer une histoire de tous ces corpus-là, de tous ces écrivains-là, parce que ce n'était pas encore fait, en fait. En fait, c'est la première fois que quelqu'un aux États-Unis écrit une histoire de la littérature des femmes, écrite par des femmes, même si on parle des États-Unis, qui est un des pays où la critique littéraire féministe est le plus puissant, on peut dire. Donc, elle dit, j'ai trouvé, il y a plein d'articles, plein d'associations, plein d'universités qui font des études féministes, qui publient des centaines de travaux, de recherches, etc. Mais sont tous atomisés, un peu par-ci, par-là. Et personne avait essayé de mettre un peu noir sur blanc, non? Organiser tous ces recherches-là, tous ces résultats-là, pour donner un discours, pour articuler un discours qui explique tout ça. Et elle l'a fait. Et en fait, elle se plaint parce que c'est un projet qu'elle a fait elle-même et toute seule. Et elle dit, je me compare aux histoires de la littérature, comme celle qu'on vient de voir, de la littérature catalane, mais des histoires de la littérature française, américaine, etc., on peut imaginer, hein, avec des dizaines d'éditeurs, des centaines de collaborateurs, des maisons d'édition derrière, avec un soutien institutionnel même, etc., qui inclut pas les femmes, mais c'est elle, une personne tout seule. Elle avait essayé de travailler avec des autres collègues, mais ça c'est trop difficile, c'est vrai, c'est trop difficile en fait, c'est beaucoup de boulot, etc. Et elle a fait elle-même, une personne toute seule. C'est vraiment étonnant. Elle le dit ouvertement dans l'introduction. Elle parle aussi des difficultés qu'elle a trouvées, aussi que le 21e siècle, c'était un bon moment aussi pour faire quelque chose comme ça, grâce à Internet et toute la digitalisation et la numérisation des matériaux, des documents, mais quand même. Et après, ce que j'ai trouvé aussi, à voir qu'est-ce qu'il faisait dans les autres traditions, c'est ces projets-là, les Women Writers in History, New Approaches to European Women's Writing. En fait, c'est un réseau, c'est un projet européen et un réseau des spécialistes qui se sont mis d'accord, ça fait, ils ont commencé il y a 7-8 ans à peu près, et qui se sont proposés justement de construire, de mettre ensemble et de construire ensemble l'histoire de la littérature écrite par des femmes en Europe, ni plus ni moins. Mais là, ils ont commencé, je dois parler en féminin parce que presque tous sont des femmes, comme d'habitude. Elles ont commencé à travailler vraiment d'une manière collaborative et ils ont pris aussi les humanités numériques et toutes les possibilités que qu'elles donnent. Et elles sont en train de construire, c'est un projet toujours ouvert, vous pouvez aussi, c'est facile à trouver, vous pouvez chercher New ou ici le lien. Et ce qu'elles font, c'est mettre ensemble les recherches qui se font dans plusieurs pays, dans plusieurs universités, partout en Europe. Justement avec cette idée de créer un discours. Et pas juste un dictionnaire de noms par-ci, par-là, sans relation entre elles, mais un des buts de ce projet-là, justement, est d'articuler ces discours et de mettre en relation les écrivaines entre elles-mêmes, d'une manière synchronique et aussi diachronique, de mettre les écrivaines aussi en relation avec leur contexte, comment elles étaient reçues, etc., etc.,
Et je cherchais, ça c'est une capture d'écran, hein. Pardo Bazán, c'est une écrivaine espagnole, donc galicienne qui écrivait en espagnol, qui est une des plus étudiées en fait. Et ça c'est, imaginez, vous cherchez ça, le nom d'une écrivaine qui vous intéresse, et il met les traductions, qui parle de cette écrivaine-là, avec qui elle a, par exemple, changé de lettres, etc., etc. Alors vraiment, on ne montre plus des écrivaines isolées, on montre les écrivaines dans un réseau plus réaliste, ou plus proche à la réalité qu'elles sont vécues, et aussi du point de vue de la réception. Et là, il y a vraiment des surprises. D'accord? Parce que la tendance, normalement, c'est de présenter un peu les écrivaines toutes seules, par-ci, par-là, sans le mettre vraiment dans le système littéraire de chaque tradition, de chaque langue, etc. Justement, dans cette NIU, il y a très, très peu, il n'y a aucune université des pays catalans qui participe, malheureusement. Il y a très, très peu des écrivaines en catalan, en fait. C'est vrai, c'est un work in progress. Elle le revendique tous les temps, les responsables de cette NIU. Et il demande toujours, non, qui veut participer, etc. Mais vraiment, à mon avis, si la littérature catalane veut entrer aussi dans le 21e siècle, dans le système européen qui leur est propre à la fin, et il faudra aussi participer dans ce projet-là qui est très intéressant et qui a aussi un impact important. Ça commence à être vraiment très utilisé dans les universités, mais aussi dans les lycées, dans les écoles, parce que ça donne vraiment une image beaucoup plus complète, en fait. Très bien, donc après toutes ces idées-là que j'ai vues par-ci, par-là, bah, je me suis décidée à faire mon propre projet aussi. Et ce projet-là, je l'ai titulé en catalan, j'ai fait la traduction Femme de lettres en approche à l'histoire de la littérature catalane d'auteur en féminin. Pourquoi? Parce que j'étais en train de m'informer justement sur qu'est-ce qu'il y a écrit sur la littérature catalane qui ont écrit les femmes pendant des siècles. Je voyais, un peu comme Hélène Showalter, qu'il y avait plein d'études, des recherches avec des résultats très, très intéressants, mais qui étaient atomisés, qui étaient tous séparés les uns des autres, isolés les uns des autres, et qu'il manquait justement un discours qui commence à ordonner un petit peu toute cette information-là, peut-être avec le but, peut-être que les personnes qui feront ou qui font les histoires de la littérature canonique où les femmes sont invisibilisées tiennent en compte ou facilitent, trouvent d'une manière plus facile tous ces matériaux-là, tous ces écrivains-là. Donc, pourquoi j'ai osé à présenter ce projet-là? Je le présentais à l'Institution des lettres catalanes, ils ont accepté. Maintenant, je me dédie à faire ça, à faire ces recherches-là, avec une aide de l'institution-là. J'ai osé à faire ça justement parce qu'il y a déjà beaucoup de bibliographies. Beaucoup de bibliographies sur des écrivaines en concret, beaucoup de bibliographies sur des étapes et des époques, beaucoup de bibliographies qui observent des territoires des pays catalans. Et tout ça me permet de commencer à créer ce discours et de l'articuler. Pour ça faire, je me base dans un cadre épistémologique, si vous voulez, qui tient en compte deux éléments très, très basiques. Le premier est que le genre est une catégorie utile pour la recherche historique. Ça, ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée à la aussi très connue critique féministe Joanne Scott. Et pourquoi c'est une catégorie utile, comme peut être la classe sociale, le pouvoir acquisitif, l'origine, la religion, etc. Justement parce que ça nous montre
des liaisons et des nuances que si on ne tient pas en compte cette catégorie genre, passe inaperçue. Le deuxième idée, le deuxième point dans le cadre épistémologique dans lequel je base mon projet, c'est justement que les spécificités présentées par la généalogie féminine que je suis en train de construire, les généalogies féminines de la littérature catalane, est spécifique, mais cette spécificité ne provient pas ni de la biologie, bien évidemment, ni de l'anatomie ou de la psychologie des écrivaines qui composent cette généalogie, mais des relations que ces écrivaines ont établies avec leur environnement dans le cadre d'un ensemble de règles qui les ont affectées d'une manière différenciée aux hommes en raison de leur condition de femmes. Alors, je pense pas du tout que les femmes écrivent autrement par une question biologique ou physique ou anatomique ou quelque chose comme ça. Non. Mais de ce que je suis convaincue, et de plus en plus convaincue, de plus en plus j'avance avec les recherches, est que les écrivaines sont affectées d'une manière différente à comme sont affectés les hommes dans la réception, dans la lecture qu'on fait d'elles, etc. Et aussi dans la médiatisation, la transmission justement de leurs figures et de leurs ouvrages, aussi historiquement, et on vient de le voir avec à l'école ou dans les histoires canoniques de la littérature. Et ça c'est un fait spécifique de la généalogie féminine, si vous voulez, on est en train de construire. Et je crois que ça, il faut le connaître justement pour savoir, pour pouvoir lire et comprendre pourquoi elles sont écrites, ce qu'elles sont écrites, comment elles l'ont écrit, etc., etc. Pour comprendre les textes des femmes, il faut tenir en compte justement cette relation avec leur contexte dans chaque époque qui est différent. D'accord? Et ça va nous donner beaucoup d'informations pour analyser, pour interpréter et pour comprendre leur écrit. Alors, ce que je me suis proposé et qui malheureusement n'existait pas non plus dans la tradition catalane, c'est justement écrire cette histoire, cette approche de l'histoire de la littérature catalane qui commencera au XIVe siècle avec les Travailleries, etc., les premiers textes qu'on trouve en catalan et qu'on pense qu'ils sont signés par des femmes jusqu'à l'actualité. C'est une approche qui inclut tous les pays catalans, tous les territoires du pays catalan, justement pour éviter, pour donner la voix à toutes ces recherches qui ont été déjà faites et qui concernent que des territoires concrets, la Catalogne du Nord, les Pays Valenciens, la Catalogne, etc. Et tous les genres, le plus canonique, roman, poésie, théâtre, etc., mais pas juste ça, parce que justement ce qui nous montre ces corpus-là est que les femmes ont aussi écrit beaucoup de textes privés ou semi-privés qui nous donnent beaucoup d'informations pour comprendre le texte qu'elles ont écrit, leur contexte et aussi la tradition qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, je ne sais pas, dans l'âge moderne, par exemple, des biographies qui étaient publiées, par exemple, juste dans les monastères, par exemple, et pas publiées pour le grand public, des lettres qu'elle écrit avec des familières, avec des autres femmes, etc., etc. Ces textes-là sont très, très... Il y en a plein, on est en train de découvrir de plus en plus, et nous donnent beaucoup d'informations très importantes, en fait, pour comprendre tout le reste. Aussi la littérature des hommes, il faut le dire. Le but de ces projets-là, c'est d'abord de donner une forme écrite, un livre, qui soit facile à lire et à trouver, mais aussi utiliser tous les moyens qui nous offrent les humanités numériques. Et je suis en train d'utiliser le programme justement pour accompagner le livre. Le livre qui a le but justement d'articuler toute cette histoire
avec des causes et conséquences, avec des dialogues entre elles, avec les contextes, etc., mais aussi qui forcément va être un travail qui doit grandir. Moi, je ne peux pas tout faire, bien sûr que non, et c'est pour ça que les humanités numériques vont être très utiles justement pour ajouter petit à petit les nouvelles recherches, les nouveaux résultats qui donnent les recherches. Je peux vous donner déjà quelques résultats, en fait. Le premier résultat est justement qu'aujourd'hui, on peut déjà dire, affirmer sans peur qu'il y a une généalogie littéraire, je vois qu'il manque un accent, désolé, une généalogie littéraire féminine uninterrompue depuis les Trauberitz au XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, depuis le XIVe siècle jusqu'à l'actualité, on trouve des écrivaines qui écrivent en catalan. Et ça, qui pourrait être évident pour beaucoup d'autres cultures, pour notre culture, ce n'est pas si évident, la culture catalane, mais jusqu'où sait, jusqu'aujourd'hui, on peut aujourd'hui l'affirmer et se féliciter en fait. Parce que, comme vous savez, la plupart de vous, j'imagine, la culture et la langue catalane ont passé des moments très compliqués dans l'histoire et quand même, les femmes ont écrit, malgré tout. Voilà. Alors, jusque-là, j'ai plus de 400 écrivaines censées et des centaines d'ouvrages que je ne peux pas comptabiliser encore, je ne peux pas vous donner des centaines. Plus de 400, avec des choses publiées. Il y a aussi des autres, là, je n'inclus pas les femmes que j'ai trouvées où il y a des manuscrits, etc., etc. Mais avec des choses publiées ou mi-publiées, ça dépend de chaque époque, plus de 400 déjà. Et ça continue. Alors, c'est bien loin de ce qu'on a dans l'histoire de la littérature catalane démocratique qu'on est en train de publier actuellement. Et ça me permet aussi de dire qu'il manque, par exemple, une approche du point de vue, par exemple, de la querelle des femmes. C'est un débat très international qui a duré quelques siècles même, et dans lequel, et ça commence maintenant à venir, plusieurs écrivains, femmes aussi, hommes, ont écrit, ont participé à partir d'un point de vue misogyne ou pas, ou même féministe ou féminine, ou en faveur des femmes. Et ça, ce n'est pas fait encore dans l'histoire de la littérature catalane. Mais quand on commence à lire, par exemple, Isabel de Villena, une des plus connues, des écrivaines les plus connues médiévales, quand on commence à lire La Vita Christi d'Isabel de Villena, en pensant, en tenant dans la tête, en avant dans la tête la querelle des femmes, on va trouver des interprétations très différentes à ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que peut-être Isabel de Villena a participé avec cet ouvrage-là, justement, à la défense des droits des femmes, comme c'était un des sujets dans les débats de la querelle des femmes partout en Europe. Une autre chose que je peux déjà affirmer, il y a encore, bien sûr, des périodes qui sont moins étudiées que les autres, mais ça, on ne les voit que si on met tous les corpus ensemble. Dès qu'on organise toutes les recherches qu'on a fait déjà, qui sont plusieurs, et on voit tout l'ensemble, là, on remarque les trous qu'il y a encore, et ce qui manque à faire. Ça veut dire, ça nous permet aussi, ça nous facilite aussi, par exemple, d'animer les doctorants, etc., à travailler sur des points et sur des sujets qui n'ont pas encore été travaillés. Et ça, aux chercheurs aussi, nous donne des idées. Je ne veux pas répéter la même chose encore une fois, mais peut-être il faut que je regarde. Là, il y a un trou, là, il y a 4 personnes à écrire quelque chose. Je veux explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire encore. Mais pour ça, il faut voir l'ensemble. Et bien sûr, il y a des écrivaines très méconnus, ça on le voit que quand on voit l'ensemble, à côté de très peu d'écrivains très, très, très connus. Et ça, c'est aussi une dynamique héritée, qui ne vient pas juste de la littérature catalane, de la tradition catalane qui est un peu partout, en fait, qui est cette manière de analyser, de voir les femmes écrivaines comme des exceptions
toujours comme des exceptions à la règle, en comprenant la règle comme il n'y a pas de femmes écrivaines. Et dès qu'il apparaît une, c'est l'exception à la règle. Et les femmes, ça, ces recherches nous montrent, et mes recherches et les recherches françaises, italiennes, américaines, etc., nous montrent que les femmes ne sont pas des exceptions. Les femmes ont contribué pendant des siècles à l'histoire de la littérature et à l'histoire de tout. Ce ne sont plus des exceptions. Ça, il faut enlever de la tête. Mais c'était l'argument parfait pour dire, ah, écoutez, Mercè Rodoreda est très, très connue. On va tous étudier Mercè Rodoreda. On a déjà notre écrivaine dans la littérature catalane, mais elle est l'exception. Il n'y a que Mercè Rodoreda, c'est pas vrai. C'est vrai que Mercè Rodoreda est très exceptionnelle. Là, je suis d'accord. Très exceptionnelle. Elle a la capacité d'éclipser peut-être des autres écrivaines, mais elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Ni elle, ni beaucoup d'autres. Alors, justement, quand on met l'histoire, l'ensemble de l'histoire, et on l'observe, tout l'ensemble, on voit que les exceptions sont plus exceptions. Il y a une normalité, en fait. Et bon, je finis déjà. Je peux juste vous dire que, en citant ma bien-aimée Hélène Cixous, que j'admire beaucoup, que dès qu'on met les points de vue des femmes et les écrivaines de l'histoire, toutes les histoires seront racontées autrement. Merci. Merci beaucoup, Maria, de cette présentation très riche qui nous permet de voir et d'entrevoir de nombreuses pistes sur tes recherches, sur l'état des lieux également, sur tout ce qui reste à faire. Je pense que tu as très bien démontré qu'il restait des pans de recherche à explorer, et tant d'un point de vue diachronique que synchronique, et c'est vraiment des aspects très intéressants. Et comme nous l'avons annoncé au tout début, vient le temps à présent des questions. Alors, je n'ai pas vu de questions sur le chat de mon côté, et donc peut-être vous avez des questions que vous n'avez pas osé ou pensé écrire et que vous souhaiteriez évoquer ici pour les partager avec l'ensemble des participants. Moi, j'en ai une. Oh, plutôt, c'est une réflexion. Merci Maria de ta présentation. Bon, tu le sais, moi je suis enseignant de catalan aussi. J'essaie, et je l'annonce que toi tu es concepteur de manuel aussi. Donc, je me disais, si l'étape démocratique en Espagne, en Catalogne, dans les pays catalans, c'est un moment historique dans lequel il y a plus d'études sur les femmes, sur les genres en général, mais sur les femmes, les écrivaines catalanes, s'il y a autant d'études sur les sujets, c'est tout ceci, on y ajoute qu'il y a énormément de femmes conceptrices de manuels de catalan langue étrangère, et j'imagine que de littérature. Comment arrivons-nous à nous trouver avec des manuels qui ne mettent pas en exergue, qui ne mettent pas en avant la figure des femmes? C'est un paradoxe. Si c'est le moment historique où il y a plus de recherches, on peut trouver plus d'exemples, plus des ressources par rapport à ceci, se rendre compte de cela. C'est les femmes qui créent ces manuels. Pourquoi? Je ne sais pas si tu as regardé un peu ça ou si tu as des arguments, des explications à ceci, au fait qu'on ne puisse pas trouver la figure des femmes, des écrivaines, mise en valeur dans les manuels. C'est une très bonne question, et ça se répond avec cryptogénie, qui est la fille, si vous voulez, du patriarcat. S'il y a ces mépris, oh, je vous vois, vous me voyez, je vous vois tous congelés, en fait. Et nous de même, je pense. C'est bon, maintenant. Là, c'est bon. Oh, oui. Vous revenez. Oh, vous étiez tous congelés. Je pensais qu'est-ce qui se passe. Et, oh, magnifique. Maintenant, mon Internet commence à faire. OK, j'espère que ça marche. Et la réponse n'est pas facile, mais c'est très facile. Il y a le mépris hérité, traditionnel, et occidental, canonique, je ne sais pas comment le dire, mépris à tout ce que les femmes ont fait dans l'histoire.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, c'est vrai, et, et que ça reste plutôt dans les spécialistes encore, et je peux dire pour ma propre expérience, qui ne sont pas toujours bienvenus. Je veux dire, ils sont bienvenus, très bien, tu as fait un très bon travail, pas juste moi, hein, beaucoup de collègues, mais on met en question parfois des travaux très, très canoniques qu'on met noir sur blanc par écrit, et qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes. Et parce qu'on met en question, et il faut réfléchir encore une fois sur des périodes, sur des messages, sur des cosmovisions des époques, etc., etc. Ça, c'est un effort que pas tout le monde est prêt à faire, tout le monde n'a pas envie de faire. Ça, une question. Deuxième question, pourquoi les femmes n'entrent pas dans les manuels scolaires, catalans comme langue étrangère, etc., même si beaucoup de femmes ont fait ça, on fait la conception de ça, on est des auteurs de ça. Bah, là, il faut juste regarder aussi, nous, on ne sait pas tout, les femmes, par le fait d'être femme, bah, on a aussi les mêmes idées patriarcales dans la tête, et ça coûte. On va mieux qu'avant, ça c'est sûr, on a plus d'informations, mais ce n'est pas tout gagné. Hein. Et B, dans l'école, par exemple, les exemples qu'on a vus dans l'école obligatoire, et il faut penser au curriculum officiel. Le curriculum officiel que les gouvernements de chaque État, etc., compose d'une manière ou d'une autre. Et le livre de texte doit donner une réponse à ces curriculums officiels. Et si dans les curriculums officiels de littérature catalane au Pays Valencien, il apparaît 3 écrivaines, bah, les maisons d'édition vont mettre peut-être 4, 5, 6, et peut-être l'enseignant de ces cours-là va mettre 3 ou 4 de plus, un petit texte, un petit dictat, quelque chose comme ça, et ça y est. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Pourquoi? La réponse est multiple. Et la solution est aussi, ça doit venir de beaucoup de côtés. En fait, une bonne nouvelle, je vous annonce aussi, justement au Pays Valencien, et justement parce que ce projet de Mujeres en la ESO, des femmes dans l'éducation secondaire, a eu beaucoup d'impact et a montré des chiffres qu'on ne pouvait plus débattre sur ça. C'était tellement évident. Et la Conselleria d'éducation est en train de, maintenant, il y a un projet qui s'appelle Women's Legacy, justement pour récupérer et pour faciliter aux enseignantes d'école et de lycée information, et pas juste information sur les écrivaines, et des textes qu'on puisse prendre et exploiter didactiquement dans l'école et dans les cours. Et ça, c'est un travail énorme avec plusieurs pays, la Bulgarie, l'Angleterre, l'Espagne, le Salamanque. Il y a plusieurs pays, plusieurs groupes qui font ça, et qui est coordonné justement pour Ana López Navajas de Valence, en fait. Et c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas encore public, mais ils sont en train de travailler et faciliter au niveau européen, pas juste au Pays Valencien ou pas juste en Espagne, hein, partout en Europe. J'espère que bientôt on aura des nouvelles. C'est quand même, c'est fait plutôt, les gens qui travaillent là-bas, c'est des spécialistes, mais c'est des enseignantes aussi. Et ça, c'est très important. Ouais. Raoul David Martinez, qui est le délégué de l'Institut Ramon Llull à Paris, et a posé une question dans le chat que je vais simplement reprendre, reformuler pour tout le monde. Ouais. Quelle base de données, quel corpus tu utilises et comment tu trouves ces ouvrages invisibles? Base de données n'existe pas, c'est moi qui est en train de créer la base de données, en fait. Il y a bien sûr des groupes de recherche de l'époque moderne, médiévale, etc., etc. Chacun fait des corpus spécialisés, si vous voulez. Et là, il faut lire, aller chercher, nom par nom, à voir quelle famille il y a et quelle piste on trouve par-ci par-là. C'est vraiment archéologie. Hein. Vraiment, je veux dire, il y a un côté de ça, en fait. Et moi, je cherche, moi-même, j'utilise plutôt les 20e, 21e siècle. Mais il y a plein de collègues qui étudient Moyen-Âge, moderne, 19e siècle, etc. Elles sortent, elles font des éditions de textes, elles les publient, il faut être au jour.
tous les articles qui sont par-ci par-là. C'est un travail énorme. Et comment je trouve? Moi, je trouve dans des bibliothèques, parfois par hasard, parfois quelqu'un te parle, ah, cette femme-là, en fait, elle a je sais pas, un archive chez elle, magnifique, là, des merveilles. Et partout, dans des archives. Je vais vous donner un exemple très, très facile, parfois par hasard. J'étais en train d'étudier une écrivaine qui s'appelle Carmelina Sánchez Cutillas, très connue, valencienne. Bon, ça fait quelques mois. Hein. Et moi, j'ai cherché à la bibliothèque de Barcelone, la bibliothèque de la Catalogne, parce que là, il y avait quelqu'un qui avait envoyé des lettres à cette écrivaine Carmelina Sánchez Cutillas. Alors, je demandais, est-ce que vous savez, mais je ne trouvais pas sur les catalogues. Je pensais, je demandais, est-ce que vous savez quelque chose comme ça? Ils ont regardé. Ils m'ont répondu quelques jours plus tard, ah oui, on a 30 lettres entre Carmelina Sánchez Cutillas et cette autre écrivaine, Roser Mateu. J'ai dit, ah, non, mais elles ne sont pas sur les catalogues. En fait, on les a trouvées dans son carton là. Ok, magnifique. Et en fait, je voulais chercher parce que cette Roser Mateu, justement, était une des auteurs qui a fait un livre, que je peux vous montrer même. Cette anthologie qui s'appelle Les Simbranques, que j'ai trouvé aussi un peu par hasard dans un magasin d'anciennement, Les Simbranques, que c'est une anthologie de poésie écrite par des femmes catalanes du Moyen-Âge jusqu'en 1975, avec des photos même et tout. Hein? Il n'y a aucune anthologie qui est allée plus loin que celle-ci encore, hein, aujourd'hui dans les pays catalans. Bon. Donc, cette Roser Mateu était une des femmes qui ont fait cette anthologie. Et j'ai demandé à la bibliothèque, bah, écoutez, si elle a autant de lettres avec Carmelina Sánchez Cutillas, peut-être elle a plus de lettres avec des autres écrivaines qu'elle a contactées pour les inclure dans l'anthologie. J'ai demandé, est-ce que vous savez quelque chose comme ça? Et quelques jours plus tard, elle m'a répondu, 3 cartons. Plein de lettres. J'ai demandé de digitaliser, de numériser, de dématérialiser. J'ai presque 600 lettres. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. J'ai aucune idée, mais j'ai les lettres dans mon ordinateur. Et ça, c'est par hasard. C'est par hasard, entre guillemets. J'ai cherché. Je mis les nez par-ci, par-là. Bien évidemment, j'étais attentif. Mais ils ne sont même pas dans les catalogues. Alors, elles pouvaient, les travailleurs de la bibliothèque, elles pouvaient me rien dire. Ils m'ont dit, bah, on t'envoie comme ça et on dématérialise et on t'envoie et on verra. Et je verrai qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, quand j'ai commencé déjà à lire quelques lettres, vous imaginez, qu'est-ce que ça peut nous donner? Toutes les nuances que ça va nous donner sur la littérature catalane de la fin du franquisme. Il va falloir réfléchir sur ça. Encore une fois, mais d'abord, il faut les lire et toutes les informations, les pistes qui vont nous donner sur des autres choses, etc. etc. Et moi, j'ai 24 heures par jour, non plus, c'est que ça, mais c'est ça. Où je trouve, où on trouve les personnes qui font la recherche comme ça. Parfois, on le sait et on va et on trouve. Parfois, c'est pas à ça, on demande et voilà, le miracle. Le temps que tu proposais ta réponse, d'autres commentaires sont arrivés, mais en premier, je pense que Brice avait demandé à parler, donc je te laisse parler, Brice. Oui, j'ai fait un truc horrible, j'ai directement levé la main au lieu d'écrire ma question. Pardon d'avoir troublé les règles. Maria, merci beaucoup. C'était très intéressant et surtout, tu t'attaques à quelque chose d'absolument monumental. Donc, c'est intéressant parce que j'imagine que ça peut aussi susciter des vocations voilà, pour s'associer à ton projet. Donc, c'est très intéressant. Moi, je suis bien sûr d'accord avec l'idée qu'il faille visibiliser d'autres traditions, d'autres voies qui ne sont pas celles qui sont canoniquement instituées comme ça dans la tradition, etc. Bon. En fait, j'aurais une question un peu, je ne sais pas comment dire, théorique ou, enfin bref, tu vois ce que tu en fais, c'est surtout pour la discussion, pour le débat. Parce que en fait, cette histoire, disons, à la lumière du genre,
même si tu récuses l'idée d'une identité comme ça, tu disais, etc. Alors là, je veux pas donner l'impression que je suis l'homme cis de la chose, d'accord? Mais même si tu récuses cette identité-là, d'une certaine manière, tu projettes quand même cette identité femme sur une histoire longue, sur plusieurs siècles. Et c'est compliqué parce que cette politique féministe à la lumière de laquelle tu écris cette histoire, cette nouvelle histoire de la littérature catalane, elle est quand même dépendante d'une conception du sujet qui nous est très actuelle, du sujet politique. Et donc, comment est-ce que tu gères, d'une certaine manière, cette variabilité de ce que veut dire femme ou autrice sur cette temporalité très longue? Parce qu'en réalité, ce sont des contextes philosophiques qui sont très, très différents à ceux que tu embrasses. Ça serait la première question. La deuxième, mais là, du coup, peut-être que ça dépasse largement le cadre de la discussion d'ici, et peut-être que par ailleurs, je suis complètement à côté, et que ces débats-là, vous les connaissez très bien et qu'ils sont déjà faits. Mais littérature catalane, moi, on imagine ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui fait l'appartenance en termes de genre, par exemple, à ce champ-là? Ou même comment est-ce que ce champ qu'on appelle là dans le séminaire littérature catalane advient, se compose, notamment à travers la question du genre, en fait. Voilà. Parce que finalement, sinon, on a l'impression qu'on a deux catégories là, femmes et puis littérature catalane, et que ce sont des notions qui sont déjà actives, déjà composées, alors qu'il me semble qu'il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de la mise en relation et du coup d'une approche peut-être plus phénoménologique, sachant que peut-être la phénoménologie dans tout ça, elle a pas grand-chose à voir. Donc c'est un peu des positionnements à avoir, mais voilà, c'était des questions qui me sont venues en t'écoutant, mais ne dis pas de ça que ça ne m'a pas intéressé. L'inverse, parce que du coup, voilà, c'est en lien avec des choses que moi je lis par ailleurs. Donc voilà, je voulais échanger avec toi sur ça. Voilà. Merci. En fait, je ne pouvais pas entrer dans les détails, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mon projet, j'ai pensé beaucoup quel titre je donne à ça. Et le titre que j'ai choisi, c'est Femme des lettres. Et bien sûr, c'était dans la tête écrivaine, auteur, féminin, etc. Et justement, je me suis posé ces questions-là. Je ne peux pas parler d'écrivaine ou d'auteur pour parler des femmes du 15e au 16e siècle. Le concept d'autoritas a changé tellement, autoritas dans le sens qui change pendant l'histoire. Beaucoup de femmes qui ont écrit ne se considéraient pas du tout ni écrivaines, ni autoritas, ni rien de tout ça, en fait. Rien de tout ça. Et bien sûr, ça, quand on lit la bibliographie spécifique du Moyen-Âge, des médiévalistes, des spécialistes dans l'époque moderne, etc., ils parlent de ça. Eux aussi, les spécialistes dans les femmes écrivaines, on dit écrivaines, mais beaucoup n'auraient jamais se donné à elles-mêmes, seraient jamais vues comme écrivaines, en fait. Du tout. C'est pour ça que je pensais, si je veux quelque chose qui vraiment inclut toutes ces femmes-là, je ne peux pas utiliser ni les mots auteur, ni les mots écrivaine, ni rien, parce que ça sera justement trahir quelque chose. Historiquement, ça ne marche pas, en fait. C'est pour ça que ce que je trouvais comme plus neutral, ce n'est pas neutral, mais bon, qui pouvait inclure toutes ces femmes-là, tous ces corpus-là, c'est femmes des lettres. Mais j'ai réfléchi, j'ai parlé avec des collègues qui ne sont pas de l'époque contemporaine, parce que pour moi c'est clair, mais ce n'est pas clair en fait, dans les autres époques. Et justement, c'était ça, éviter ces noms. Malgré ça, je parle tout le temps de littérature d'auteur. J'aime pas tout à fait, quand je parle catalan, je parle de littérature d'autora. Avec tous les mais, avec toutes les contradictions qu'il y a là-dedans. Mais ce que j'évite, par exemple, quand je parle en français, c'est littérature féminine. Pour moi, le mot féminin est très connoté, a beaucoup de connotations qui peut concerner, je ne sais pas, les thématiques ou les publics pour lesquels est écrite la littérature, etc. Et ce n'est pas le cas.
c'est des textes qui ont été créés par des femmes, comme des films d'auteurs, littérature d'auteurs féminins. En contraposition à la littérature qu'on ne dit pas, parce que ça a l'air que la littérature en général, c'est la littérature des hommes, qui ont écrit les hommes, pas nous. Mais justement pour opposer ça. Je ne sais pas si je réponds un peu par la question des autoritas, auteurs, etc. Après, la liaison entre qu'est-ce que c'est la littérature catalane, que c'est déjà fait. Non, c'est un débat. La littérature catalane est toujours un débat. Et l'histoire de la littérature catalane, c'est toujours un débat. Ce qui manque, il manquait jusqu'au-là. Il y a de plus en plus, mais ça coûte encore d'y entrer vraiment dans les cercles le plus canonicistes, si on peut les appeler comme ça. C'est justement le genre. C'est pas toujours accepté, même si c'est un débat internationalement très puissant actuellement. Mais ça coûte beaucoup encore dans la tradition catalane. C'est pas encore très ouvert à ça. Sûrement parce que, une explication et une théorie aussi, on vient du franquisme, il fallait l'urgence de récupérer, de normaliser, etc. Bien sûr, ça c'est un point très important. Pour faire de l'histoire de la littérature le plus au niveau des autres littératures autour des pays catalans, la littérature espagnole, la littérature française, etc., il fallait urgentement faire quelque chose comme ça. Et comme ça arrive d'habitude, oui, les femmes, vous êtes là, mais ce n'est pas le moment maintenant. Et maintenant, il y a comme une sorte de nouvelle vague, surtout à partir des années 80. Et il y a plein d'études, mais quand même, ça a l'air que cette urgence ne permet pas encore d'accepter les points de vue. J'imagine aussi parce que c'est un point de vue vraiment qui oblige vraiment à réfléchir sur les discours de l'histoire de la littérature catalane. À réfléchir vraiment et à mettre en question beaucoup de choses qui, à force de les répéter, sont acceptées. Et peut-être il faut en réfléchir. Même si l'histoire de la littérature catalane est toujours, bien sûr, un débat, etc. Je ne sais pas si tu allais par là, si je réponds plus ou moins à la question. C'était une réponse tout à fait possible, voilà. Mais merci beaucoup, Maria. Je ne veux pas monopoliser Merci. La discussion en un dialogue. Merci. Alors, ton intervention a vraiment suscité de nombreuses interrogations et commentaires. Je vais en faire état de celles qui ont été proposées dans le chat pour t'inviter après à faire une réponse parce que l'heure tourne et qu'on ne peut se permettre peut-être d'aller une par une. Donc, je ferai la lecture des 3 commentaires ou questions. La première de Julia Monor. Bona tarda, merci beaucoup pour votre exposition et pour l'initiative de recherche. Elle est intéressante et nécessaire. Je trouve qu'afin que les femmes écrivains arrivent au manuel scolaire, il faut déjà... je vais descendre ma petite flèche, et que la recherche arrive aux études proposées dans les universités, parce qu'il y a un trou déjà là. Moi-même, j'ai dû faire un effort pour connaître les écrivaines, pour les inclure dans les projets après avoir étudié lettres. Et Laureano Novoa, félicitations pour votre travail. Quelles sont les différences d'approche les plus importantes entre les écrivaines du XIVe siècle et celles d'aujourd'hui? Et la question de Sandrine Ribe, notre collègue de Montpellier 3, allez-vous inclure dans les genres choisis pour votre projet les écrits publiés dans la presse? Merci à tous. Je vais essayer d'organiser un peu l'information. Et le problème de la médiatisation, de la transmission de l'université est un problème grave, très, très grave. Un exemple vite fait, je me mets encore une fois comme exemple, mais j'ai vécu plusieurs situations que je crois qui sont assez paradigmatiques, surtout parce que quand on les partage avec des autres collègues, on s'est beaucoup trouvé dans des situations pareilles. Moi, j'étudiais philologie catalane à Valence, à l'université de Valence. D'accord? Et moi, j'ai fait la thèse, mes premières recherches, sur la littérature, les écrivaines valenciennes pendant le franquisme. D'accord? Quand j'ai commencé à faire ce sujet-là, je pensais, je cherchais un peu par-ci, par-là, franquisme, ça m'intéresse, à voir qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes. Je ne trouvais pas d'informations. Je ne trouvais pas d'informations dans mes notes de mes cours. Et j'étais une très bonne étudiante, je peux dire. Hein. J'étais dans tous les cours, j'avais toutes mes notes. Et je ne trouvais pas des noms, en fait. Après, j'ai lu petit à petit un peu de bibliographie sur littérature en général, ça veut dire littérature écrite par des hommes, la plupart. Là, j'ai trouvé quelques petits noms. Et à partir de là,
j'ai commencé à tirer du fil et voilà. Et ça arrive, c'est vrai, là, dans le cas catalan. Et je crois que malheureusement, en voyant la bibliographie dans les autres langues, français, italien, espagnol, etc., même anglais, ça n'arrive pas, ça ne se transmet pas encore avec une normalité, minimum de normalité, non plus dans les salles de cours universitaires. Même si, heureusement, bien évidemment, il y a des masters, il y a des études spécifiques, etc. Mais il faut déjà y aller vraiment dans les spécificités. Ça n'entre pas dans la normalité. Une fois, j'ai fait une conférence sur les écrivains, blablabla, et quelqu'un dans le public m'a dit « Ah, mais une fois, elle venait de Chili, je crois, m'a dit « Une fois, on a fait encore de littérature chilienne contemporaine et la professeure a mis que des écrivaines femmes. » Et moi, j'étais très indignée parce que quand même, il y a des hommes très importants. La surprise. Et moi, je lui ai répondu « Combien de cours tu as fait où il n'y avait que des hommes ?» Et ça ne t'a pas étonné du tout. On a ça très assimilé et c'est très naturalisé. C'est ça la cryptogénie, exactement ça. Ça nous paraît tellement naturel, tellement neutral. C'est neutre. Les hommes sont neutres. Et dès qu'il y a les femmes, il y a quelque chose qui n'est pas neutral. Non? Il y a toujours cette idée derrière et ça, c'est très difficile à surmonter. Je me répète, hein, j'invente rien. Il y a plein d'études et plein de stratégies, etc. Ça commence vraiment, justement, pour se préparer beaucoup comme enseignante et faire cet effort-là. Parfois, c'est ça qui coûte, en fait, par rapport à l'effort individuel, peut-être, je vois les étudiants, mais je vois aussi les enseignantes ici. Cet effort de se recycler, si vous voulez, de se mettre au jour, aller chercher cette information et l'introduire avec normalité, avec naturalité dans nos programmes. Je ne sais pas si je réponds, Julia, plus ou moins, mais c'est vrai. Après. Oui, merci. Oui, merci. Sur la question des différentes approches entre les écrivains du XIVe siècle et les écrivains actuels. Différentes approches méthodologiques, différentes approches, je ne sais pas dans quel sens. Laureano. Différentes approches dans quel sens méthodologique ou par rapport à quoi? Bien sûr, chaque époque et chaque écrivain et chaque texte a besoin des approches différentes et individualisées. Mais les approches méthodologiques, l'édition des textes déjà, des textes médiévaux, c'est différent de l'édition des textes modernes et les éditions des textes actuels, c'est manuscrits. C'est par là, je ne sais pas si c'est. Il s'agissait en tout cas que c'est une vaste question qui appellerait, je pense, aussi par une réponse très précise. Oui, mais, alors, j'ai le rôle du maître du temps, alors qu'il y a un petit peu le mauvais rôle, je sais, dans ces types de. Oui. De toute façon, vous pouvez m'écrire, Laureano, et je serai très enchantée de continuer la conversation, de vous donner plus de détails si ça vous intéresse, bien sûr. Vous pouvez m'écrire à mail. Pour terminer, de passer sur la question de Sandrine Ribes. Ouais. Sur les par rapport au genre, Sandrine. Oui, non. Oui. Et mon idée, c'est ça. Et quand je parlais de tous les genres, je parle de tous les genres les plus canoniques, les plus établis, romans, poésie, etc. Les mi-privés ou semi-privés, si vous voulez, mais aussi, justement, ceux qui sont toujours à la périphérie. La littérature populaire, par exemple, les écrits dans la presse, qui restent toujours un peu là et quand même sont très importants. 19e, 20e et 21e siècle, c'est une des tribunes qui parfois font que ces tribunes-là, la presse, fait que les écrivains passent des écrivains ponctuels à des écrivains professionnels, c'est professionnalisme. Mais c'est très difficile de dire de l'écriture et de la littérature. Oui, l'idée c'est ça. Ah, wow, où j'arrive, mais l'idée c'est ça. Les plus centrales et les plus périphériques aussi, dont les femmes ont beaucoup à dire et ont beaucoup dit aussi. Ouais. Merci. De fait, je voulais juste ajouter, je peux juste ajouter une petite chose, Fabrice?
très rapidement, si possible. En fait, ma question est liée aussi au point qui a été soulevé, qui était celui de la conception de manuels, d'après ce que j'ai compris, les manuels d'enseignement du catalan. Et de fait, les textes de presse sont quand même très utiles pour enseigner. C'est pour ça que je pensais aussi à ce lien qui pouvait être fait par rapport justement à nos soucis pédagogiques et de divulgation au niveau des universités en particulier, mais bon, côté français, mais enfin, voilà. Tout à fait d'accord, ouais. Parce qu'il y a des super textes de presse. Oui, justement, sont faciles à lire. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis des années, je ne choisis que des textes écrits par des femmes. C'est devenu un réflexe. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant simplement de conclure, Estrella lève la main, mais physique, pas la main dans les Zooms, la main comme ça. Je ne vous vois pas tous, mais... Donc, une minute pour Estrella. Je n'ai pas vu Estrella. Estrella Massip, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. C'est juste pour... c'est un peu la panique. Tu parles de la normalité de la place de la femme. Elle est atteinte quand, cette normalité d'après... Bon. Quel serait le quota de normalité? Je ne sais pas si on peut parler de quota, mais déjà que ça étonne pas, que ça provoque pas de surprise qu'il y ait des femmes et les quotas dans les manuels de texte, vous voulez dire en général. En fait, je dirais en général. En général. À l'université. D'accord, mais je crois, c'est ça que j'ai toujours dans la tête. Si on transmet une information actuellement comme scientifique, non? Le discours qu'on a actuellement, on dit que c'est le discours scientifique, objectif, etc. On remarque qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Je dirais que l'obligation de l'université, de l'école, etc., est de s'approcher le maximum possible à la réalité empirique. Et la réalité empirique nous montre qu'il est beaucoup plus divers et beaucoup plus riche de ce qu'on montre dans l'école et dans les universités. Et je crois que si on a ça dans la tête, s'approcher le maximum à la réalité, les textes sont là, c'est des épreuves empiriques. Ça, on ne peut pas les nier que ça existe. Ça sera déjà gagné, en fait. On ne peut pas tromper les gens. Je me sens trompée, personnellement. Très trompée. Et je ne veux pas tromper les gens avec lesquels je parle. Je ne veux pas écrire des livres qui trompent les gens. Alors, je crois qu'expliciter du point de vue duquel on parle, je n'écrirai jamais un livre de littérature catalane en donnant le titre « Littérature catalane » où il n'y a que des écrivaines femmes. Je ne ferai ça jamais dans la vie. Et ça ne me paraît pas correct que quelqu'un écrit une histoire de la littérature catalane où il y a presque que des hommes qui écrivent. Ce n'est pas vrai. La réalité est beaucoup plus diverse. Et je crois qu'on a l'obligation, parce qu'on est formé, et on a la capacité vraiment de transmettre la réalité empirique, analysée et bien sûr, on peut débattre sur ça, mais pas cacher les choses. Ça sera déjà ma quota, quand même. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais... Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, ce débat est tellement intéressant. On va le poursuivre dans d'autres séances également. Et je vois qu'en fait, il suscite de nombreuses questions et de nombreux commentaires. Donc, on vous invitera, on le dira à toute fin, les prochaines séances. Simplement également pour vous voyez également l'ampleur en fait de ce type de questionnement. Et je souhaiterais faire état en fait de deux types de manifestations ou cycles qui ont lieu en parallèle, notamment du côté de l'Université Paris 4, Centre Catalane, et Monica Güell organise donc dans le cadre de l'agenda du Centre Catalane des actions, notamment ce jeudi par Zoom, c'est pour ça que j'en parle, autour d'une conférence-concert Donai Exili. Vous avez ici le partage d'écran, également la rencontre avec l'écrivaine catalane Marta Oriols au mois de mars. Donc des actions du côté catalan fait par d'autres universités pour lutter contre la cryptogénie, tout est bon, bien sûr. Et en profitant pour lutter contre la cryptogénie à Toulouse, et nous organisons depuis la section d'Occitan, je dis nous, mais ce n'est pas moi en fait, ce sont les collègues d'Occitan, et un séminaire
séminaire sur la question des femmes, d'écriture des femmes dans le domaine occitan, qui regroupe un certain nombre d'éléments communs avec les éléments qui ont été faits. Et le 1er mars, il y a également donc une intervention. Je vais vous envoyer de suite, pendant que Joseph conclura la séance d'aujourd'hui, par fichier les documents pour que vous puissiez les avoir, mais je souhaitais simplement faire état de ces autres séminaires qui existent également et qui montrent encore une fois l'intérêt, la nécessité et presque, je dirais, l'urgence d'une telle démarche. Encore une fois, merci beaucoup, Marie. Joseph? Oui, je renouvelle encore ma gratitude à Maria pour ces premiers séminaires, car c'était peut-être le plus difficile, ouvrir le chemin, non, être la première à parler. Mais avant de vous quitter, nous souhaitons vous rappeler que notre séminaire se poursuit avec 3 séances de plus, dont la première le 8 mars à 16h. C'est Fabrice Courance de l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès qui nous parlera de la question féminine dans les théâtres catalans depuis les années 1980. Donc, nous espérons pouvoir vous y retrouver et n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous. Merci encore pour votre présence et à bientôt. Merci à tous. Bonne semaine. Au revoir.